Bienvenue dans Impact Positif, l'émission qui vous parle des enjeux de la transition écologique et sociale. Et pour préserver le vivant, encore faut-il le comprendre, s'en approcher, s'en émerveiller. C'est ce dont nous allons parler avec notre invitée Fabienne Delfour. Bonjour. Oui, bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en éthologie cognitive, vous êtes cétologue, l'une des rares cétologues en France, on le précise. Vous étudiez les mammifères marins depuis 30 ans et vous sortez un dernier ouvrage qui s'appelle « La sensibilité du cachalot, les émotions des cétacés », une biologiste engagée à l'écoute. C'est aux éditions Tana. Alors ce n'est pas votre premier ouvrage, vous avez écrit d'autres livres tout publics, accessible pour partager vos connaissances, notamment que pensent les dindes de Noël ou encore Dans la peau d'un dauphin, Pas bêtes ces animaux. Bref, vous avez à cœur de passer vos connaissances au plus grand nombre, de passer aussi en quelque sorte votre émerveillement. C'est votre raison d'écrire ? Oui, tout à fait. C'est vraiment sortir les connaissances scientifiques des murs des universités, des laboratoires et les amener vers le grand public pour qu'ils puissent avoir accès aussi à ces savoirs. Alors, votre livre, c'est une plongée dans le monde des cétacés, où vous nous montrez, vous nous racontez leur diversité, leur émotion, leur individualité, la façon dont ils communiquent, dont ils vivent. Vous expliquez en somme qu'on essaie rarement de se mettre à leur place, on se met plutôt à notre place quand on essaie de les observer, etc. Et vous arrivez en quelque sorte à les comprendre aujourd'hui. Vous êtes une des rares cétologues en France, on l'a dit, mais cependant, parfois, vous avez l'humilité de dire aussi que vous n'arrivez pas à comprendre certains comportements que vous observez. Ouais, alors je les comprends de mieux en mieux, mais il y a 30 ans, je faisais plus de bêtises qu'autre chose. Et je pense que j'ai bafoué de nombreuses règles de politesse dans la communauté des cétacés. Mais au fur et à mesure des observations et de cette familiarisation avec les animaux, on arrive à décrypter des postures, des vocalisations. Donc ça donne plus de sens et on a une interprétation plus juste. Je dirais pas que je les comprends mieux, mais en tout cas, je me trompe moins. Oui, alors vous parlez justement de vocalistes et dans votre livre, c'est très interactif. Vous mettez à disposition des QR codes. On peut écouter aussi ces vocalises. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous arrivez à comprendre ce qui se passe en écoutant leurs vocalises ? Alors l'idée, c'était vraiment de combiner les postures et les vocalisations. C'est avoir la gestuelle, là, ce que je suis en train de faire, mais aussi les productions vocales. Et là, ma voix tremble. Je manifeste une sorte de stress et on peut retrouver ça aussi chez les animaux. Donc avoir les gestuels, les comportements et les productions vocales concomitantes, ça permet de mieux comprendre ce que l'animal est en train de dire ou veut communiquer. Donc c'est l'idée aussi d'avoir ces deux versants d'une même situation. Alors, je lisais, votre livre est interactif, puisqu'on peut suivre vos missions grâce à des QR codes. Alors, vous vouliez nous commenter une séquence. Nous sommes en Afrique du Sud et vous commencez la Sardine Run. Chaque année, les sardines remontent l'océan et de nombreux mammifères se précipitent pour se régaler. D'ailleurs, vous dites que vous n'avez jamais vu autant de mammifères en 30 ans que lors de cette Sardine Run. Alors, on va regarder effectivement les images de cette Sardine Run. Expliquez-nous. Alors, c'était vraiment l'idée de témoigner de ce phénomène qui est crucial pour de très nombreuses espèces, puisque c'est vraiment une chaîne alimentaire. On a les sardines qui vont migrer, former un long serpentin le long des côtes sud-africaines. Et tout au long de cette migration, de nombreux prédateurs vont se nourrir de ces sardines. Et ces prédateurs viennent de l'océan, mais aussi de l'air. Il y a des oiseaux marins. Et donc l'idée, c'était d'avoir un projet scientifique. On va étudier ces prédateurs, on va aussi documenter cette longue migration, mais c'était aussi amener ces connaissances vers le grand public. Donc ça fait le projet de plusieurs documentaires qui sont réalisés par John Jackson et Thomas Labouras et qui sont diffusés sur Arte. Et là, on est au cœur de ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est combiner la science et l'art pour, pareil, toujours diffuser de plus grandes connaissances, avoir une plus grande diffusion des connaissances scientifiques, toucher les scientifiques, bien sûr, mais aussi toucher le grand public. Oui, parce que ce sont des événements, effectivement, qu'on ne connaît pas, ou alors très peu de personnes, effectivement. Ce sont les événements qui sont en danger. Par exemple, cette grande migration qui est incroyable, quand on regarde les images, c'est fantastique. Elle est en danger ? Oui, il y a plusieurs dangers. Il y a déjà le changement climatique qui va affecter l'océan partout dans le monde, mais aussi il y a le fait de l'anthropisation de ces milieux-là, donc les activités humaines et notamment, on va nous aussi se nourrir de ces sardines-là. Et puis, il y a aussi la situation géopolitique de ces régions-là qui sont aussi des enjeux en soi pour ces espèces animales. Donc, ça fait de ces endroits tout à fait vitaux
pour de très nombreuses espèces animales, des lieux qui sont soumis à des pressions extrêmement nombreuses. Donc pouvoir témoigner de ça, les documenter et essayer de réfléchir pour mettre en place des projets de conservation, c'est vraiment très très important pour nous. Alors justement, en tant que scientifique qui travaille aussi sur les émotions, vous avez à cœur de sensibiliser autour de votre travail, aussi autour de la préservation du vivant, on vient d'en parler. Vous dites que vous devez aussi construire de nouvelles approches inédites du vivant et suffisamment séduisantes pour que les concitoyens aient envie de vous aider. J'ai envie de vous poser cette question, comment faire? C'est au travers des émotions. C'est vraiment à susciter des émotions, à montrer déjà que ces phénomènes sont extraordinaires, la créativité aussi du vivant, et amener cet émerveillement au grand public. Et on sait que les émotions positives vont engendrer des actions plutôt favorables en termes de conservation. Donc c'est à nous, notre travail de nouveaux chercheurs, c'est d'essayer de trouver de nouveaux paradigmes, de nouvelles façons de montrer ces savoirs scientifiques et les amener au grand public. Mais selon vous, ça doit donc passer par l'émotion, parce que c'est vrai que vous alertez depuis des décennies, on n'arrête pas d'en parler aussi sur les plateaux. Mais pour autant, c'est vrai que voilà, on voit pas de grande mobilisation non plus en faveur de la protection de la planète. Non. Ça doit passer par les émotions? Oui, on voit bien si les études scientifiques restent des statistiques, si l'évolution des animaux, le comportement des animaux reste vraiment uniquement des chiffres, ça touche personne. Mais raconter des processus, des dynamiques, des conflits, montrer la difficulté qu'ils ont à survivre dans ces endroits-là très anthropisés, tout d'un coup, on arrive à se projeter, à essayer de prendre leur perspective. Et là, tout d'un coup, il y a, oui, des émotions. Et ça nous met dans une situation un peu plus de qu'est-ce que je peux faire pour les protéger. Alors, vous parlez aussi dans votre livre d'émerveillement comme un acte de résistance. C'est d'ailleurs le titre d'un chapitre, c'est-à-dire? Oui, pendant très longtemps, on a demandé aux scientifiques d'être très objectifs, d'avoir une posture assez froide, d'avoir vraiment très peu d'affect pour leur sujet d'étude. Et cette posture-là, on voit bien qu'aujourd'hui, elle est assez désuète et pas très aussi intéressante, puisque si on a une approche empathique, et ça a été développé par de nombreux chercheurs, bien avant moi, on arrive à rentrer dans l'intimité des animaux et tout d'un coup, on va poser d'autres questions, des questions beaucoup plus sensibles. Et là, on découvre une partie des animaux qui reste tout à fait obscure à des scientifiques qui sont en retrait, qui sont purement objectifs. Donc ces deux approches sont complémentaires, mais il y a besoin de laisser la place à cette approche empathique. Oui, effectivement. Alors, l'émerveillement, ressentir des émotions, c'est quelque chose qui était mal vu il y a des décennies, vous l'avez dit. Et c'est ce que nous avait aussi raconté Francis Allais. Francis Allais, qui est ce botaniste qui malheureusement nous a quittés, mais un des meilleurs botanistes au monde, et qui expliquait que l'émerveillement, pour lui, c'est quelque chose qu'il devait cacher à l'époque quand il étudiait la science. Et dans un autre contexte, Jane Goodall, dont vous parlez aussi beaucoup dans le livre, eh bien, elle avait été moquée parce qu'elle donnait un nom aux chimpanzés qu'elle observait. Oui, alors grâce à elle, j'ai pu continuer de donner des noms aux animaux que j'observais, mais c'est vrai qu'elle était même ridiculisée par la communauté scientifique. À l'époque, c'était la science, c'était faire de la science de manière objective dans des laboratoires. Déjà partir sur le terrain, c'était une aventure, mais oser nommer des individus que l'on observait, alors là, elle était perdue pour la science. Et grâce à elle, on a découvert comment ces sociétés vivaient, comment ils géraient les conflits. Donc on voit bien quand même qu'il y a un intérêt à avoir les deux approches. Et cette approche de plus sensible permet de découvrir vraiment la dynamique et l'intimité de ces animaux. Et donc ces chercheurs ont ouvert la voie à d'autres chercheurs, dont je fais partie. Et tout d'un coup, ça a légitimé cette approche-là. Et on pouvait acquérir des savoirs beaucoup plus sensibles. Ça a permis de démontrer que les individus avaient des tempéraments, des personnalités. Donc, ça ouvrait un nouvel univers, une nouvelle compréhension de ces mondes animaux. Et ça, c'est nécessaire. Un nouveau champ des possibles. Oui. Alors on parle de Jane Goodall dans le livre, vous parlez aussi de Anita Conti, qui est la première océanographe française. La science, elle manque aussi de rôles modèles féminins, de grandes figures féminines qui puissent inspirer d'autres femmes finalement à se lancer dans cette voie.
Oui, pendant très longtemps. Alors déjà, partir sur le terrain, c'était quand même quelque chose... Mais vous aussi, vous en témoignez. Pour Oui. vous, on vous demandait, par exemple, quand vous arriviez sur un bateau, on vous demandait, mais où est le directeur de la mission? Enfin, et vous disiez, c'est moi. Oui, oui, le associé chef de mission, c'était assez compliqué pour beaucoup. Mais oui, on en a besoin, et c'est pour ça, d'ailleurs, je fais partie d'une association et de mouvement qui s'appelle L de la science, et les L, E2LES, pour essayer de promouvoir aussi ces activités scientifiques auprès du jeune public. Et on voit bien que même aujourd'hui, les jeunes filles ont des difficultés à imaginer pouvoir faire ce que les jeunes garçons n'ont aucune difficulté à se projeter. Et donc, essayer de faire comprendre à ces enfants que oui, la science est accessible, que vous soyez une petite fille ou un petit garçon, ça c'est vraiment important. Pourquoi ? Parce que on a besoin de cette complémentarité des approches. Oui. Et parfois, certaines jeunes femmes vont développer naturellement cette approche empathique, cette approche sensible, et on en a besoin. Donc, avoir leur témoignage et leur approche, ça permet d'avoir un panel plus large de la compréhension de ces mondes animaux. Alors, selon l'Institut Copernicus, l'Europe se réchauffe plus vite que les autres régions du monde. C'est un rapport qui a été publié il y a quelques jours. La situation pourrait s'aggraver. D'ailleurs, les océans dans la région européenne ont connu leur température de surface la plus élevée jamais enregistrée. Les vagues de chaleur marine ont été très nombreuses et intenses en 2025. Alors, ce réchauffement galopant, Fabienne Delfour, ces limites planétaires dépassées, vous les avez vues également sur le terrain pendant ces 30 années d'observation ? Oui, il y a des lieux dans lesquels on travaillait qui aujourd'hui, on peut témoigner. Donc en moins de 30 ans, même en 25 ans, il y a eu le blanchissement des coraux, il y a des récifs qui étaient pleins de vie, qui sont totalement désertés aujourd'hui. On a des migrations de population. On a aussi des changements climatiques très abrupts. Je pense aux ouragans qui déplacent ou déciment des populations. Et ça, c'est extrêmement dur en tant que scientifique de se dire qu'en 25 ans, c'est rien, 25 ans. On est témoin de ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça, aujourd'hui, aussi, ce sont des questions qui nous animent. On veut faire partie de la solution et pas du problème. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est bien de documenter, de tracer, mais concrètement, aujourd'hui, que peut-on faire ? D'ailleurs, vous voyagez moins qu'avant, comme conséquence aussi de ce réchauffement climatique. Vous avez décidé de ne plus faire l'émission que vous faisiez il y a quelques années. Oui, il y a 30 ans, je ne me posais pas la question. Je prenais l'avion, j'allais à tel endroit, je menais ma mission. Aujourd'hui, vraiment, il y a une démarche tout à fait justifiée de se dire, mais quelle est mon empreinte carbone aussi ? Et donc, réduire les transports aériens, ça fait partie aussi du quotidien des chercheurs. Essayer aussi d'avoir des bilans de mission moins impactants. Ça aussi, on y réfléchit. Donc, peut-être avoir de plus courtes missions, essayer d'avoir des projets interdisciplinaires, c'est-à-dire sur une mission, avoir plusieurs axes de recherche. Donc, on optimise au maximum ce temps. Oui, ça fait partie de notre réflexion et c'est nécessaire, oui. On va aussi parler d'un autre concept, et c'est lié évidemment à tous ces dérèglements climatiques que l'on connaît ces dernières années. Le président a présidé il y a quelques jours, il y a 2 semaines d'ailleurs, le sommet One Health à Lyon. C'est une approche qui reconnaît l'interdépendance entre la santé des animaux humains, non humains, celle de l'environnement. Et vous vous inscrivez aussi dans cette démarche avec vos projets. C'est vers cela qu'il faut tendre aujourd'hui. Tout est lié et la santé de l'un ne va pas sans la santé de l'autre finalement. Pendant très longtemps, on a eu une vision assez parcellaire, c'est-à-dire chacun dans son précaré, mener ses études. Aujourd'hui, on développe ce qu'on appelle une approche systémique ou holistique. C'est vraiment avoir une vision plus complète et on voit bien que tout est interdépendant. Et c'est pas la somme des parties qui explique le tout. Ouais. D'où la nécessité de vraiment avoir ces différentes connexions. Et quand on parle d'influence de l'environnement, il faut aussi inclure, on vit sur cette planète bleue. Donc il y a vraiment besoin de savoir comment se porte l'océan et comment se portent aussi les habitants de cet océan. Donc mener des travaux sur la santé des animaux qui peuplent l'océan, pour moi c'est faire partie de cette approche holistique, systémique, une santé dont vous parliez. Alors c'est important, ça permet de prévenir aussi de futures pandémies. Il y a 60% des maladies infectieuses qui touchent les humains et qui sont des zoonoses. Vous dites aussi que l'intensification des pollutions environnementales, ça accélère aussi leur émergence. Oui, ça fragilise le milieu.
ça fragilise les animaux. Donc, les animaux vont être plus susceptibles de tomber malades. Et le fait qu'il y ait de plus en plus une très grande proximité entre les humains. Voilà. Donc, tout ça, ça fait que... Alors, quand on parle de zoonose, c'est des transmissions de maladies des animaux à l'humain, mais aussi des humains aux animaux. Et tout ça fait que, oui, c'est un véritable bouillon de culture. Et donc, essayer de comprendre comment naissent ces zoonoses, comment on peut les prévenir, c'est extrêmement important aujourd'hui. Oui, vous en parlez aussi dans votre livre, de cétacés qui ont des maladies humaines, finalement, dues à ces interactions, le fait que les humains s'approchent toujours plus d'eux. Oui, c'est ça. Il y a une très grande proximité des animaux dont le système immunitaire est fragilisé. Donc, tout ça les rend propices à attraper ces maladies à l'origine humaine. Mais aussi, il faut imaginer, sur le long terme, ce sont des animaux qui vivent dans un milieu où il y a une raréfaction des ressources, où il y a des pollutions nombreuses, plastiques, sonores. Donc, l'état de santé général de ces populations est très diminué. Donc, on a cette vision sur le court, le moyen, mais aussi essayer d'avoir une vision sur le long terme pour essayer de prévenir aussi de possibles maladies à venir. Alors vous alertez aussi sur ces voyages d'écotourisme, c'est-à-dire faire des kilomètres pour approcher une espèce. On pense aussi aux voyages au pôle qui sont très tendance. Maintenant on paye beaucoup d'argent pour aller au pôle, pour s'approcher aussi d'un écosystème. Et ça a un impact très fort sur l'environnement. Vous parlez aussi de tous ces whale watching. Alors ça fait des années que ça existe, des décennies. Il y a toutes sortes de tours opérateurs qui proposent de s'approcher toujours plus près de requins, de dauphins, de baleines. Vous dites attention, danger. Oui, attention, danger. Déjà, comme vous décrivez, on va traverser la planète. Donc déjà, le bilan carbone, il n'est pas formidable. Et c'est juste pour se faire plaisir. Et une fois sur place, on va... nous, c'est une fois dans notre vie, on va aller voir ces animaux-là, mais eux, c'est au quotidien. C'est-à-dire 365 jours par an, il y a des personnes qui traversent la planète pour aller à côté d'eux, les observer ou parfois même nager avec eux. Et donc, si on se met à la place des animaux, c'est un peu l'idée de ce livre, de prendre la perspective des animaux, c'est au quotidien, ils sont dérangés par ces activités humaines. Et il faut essayer d'imaginer comment ils construisent leur réalité de l'humain. Qu'est-ce que c'est pour un humain ? C'est un truc qui les dérange au quotidien. Et donc, c'est ça aussi. Je pense qu'il y a besoin aujourd'hui d'avoir cette réflexion. C'est le coût écologique de ce déplacement, mais aussi l'impact que ça a sur les populations animales. Et est-ce que vraiment ça vaut la peine de faire ça juste pour mettre une vidéo sur TikTok ou sur Insta ? Oui. Et si ça se traduit pas par des actions concrètes dans la conservation, c'est pas vraiment nécessaire en tout cas. Et on voit bien, les études montrent que les personnes qui vont vers ces activités écotouristes vivent un moment de joie intense, mais ce moment-là ne se traduit pas obligatoirement par des implications dans la conservation. Donc c'est juste pour se faire plaisir. Vous voulez dire qu'il y a eu des études par rapport à ces personnes qui font ce genre d'activité ? Oui, il y a des profils sociologiques et on va les interroger sur comment ils vivent le mouvement. Est-ce que cette aventure vous pousse à vous impliquer dans des activités de conservation ? Et alors sur le court terme, ils vont tous dire oui. Et puis des études ont suivi ces personnes-là. Oui. Un an après, ils ont totalement oublié et ça s'est jamais concrétisé par une implication dans la conservation. Donc c'est pas la bonne démarche pour parvenir à vos fins, scientifiques. Je pense que ça peut être la plateforme pour éduquer et sensibiliser, c'est-à-dire profiter du moment où ils sont sur le bateau pour expliquer qui sont ces animaux et raconter les vies animales, leurs existences, dire voilà, cette baleine elle revient chaque année, elle s'appelle je sais pas comment, on connaît sa fille, son fils, et tout d'un coup on va se projeter. Mais si c'est juste pour dire c'est une baleine à bosse, elle mange tant, elle vient de tant, abreuver les personnes de chiffres, ça marche pas. Les abreuver d'émotions, de biographie, là tout d'un coup ça prend une réalité et là on voit qu'il y a un changement de posture. C'est tout d'un coup, ils vont se souvenir de cette baleine Marguerite qui a eu une fille appelée, je sais pas, Merveille. Et là, tout d'un coup, j'ai envie de savoir ce que deviennent Marguerite et Merveille et je vais m'impliquer. Donc, il y a une façon, je pense, d'éduquer
et d'utiliser ces activités écotouristiques. Et on voit bien qu'il y a des initiatives dans ce sens. Oui, effectivement, oui, qui profitent de cet instant pour pouvoir aussi sensibiliser. Oui. Alors, l'émission s'appelle Impact Positif. Alors, on l'a dit, le contexte est plutôt lourd. On parlait du rapport Copernicus qui est paru il y a quelques jours. Si vous deviez retenir quelque chose de positif quand même, en ce moment, ce serait quoi, Fabienne Delfour ? L'éveil écologique qui est toujours présent. Il y a vraiment de plus en plus, on voit bien le plus grand public est intéressé par ces questions-là. Et si je regarde au niveau de la recherche, je vois quand même de très nombreux chercheurs et des jeunes chercheurs qui veulent s'impliquer dans ces programmes-là. Donc pour moi, ça c'est positif. C'est-à-dire qu'il y a derrière moi une longue lignée de chercheurs est largement assurée avec des initiatives vraiment très engagées, presque militantes. Et donc ça me rassure. Merci beaucoup, Fabienne Delfour, d'être venue dans Impact Positif. C'est une émission que vous pouvez revoir en replay sur tf1info.fr, mais aussi en podcast sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à flasher le QR code qui s'affiche pour retrouver tous ces épisodes. Merci encore. Merci.